Le plus dur dans la création d'une entreprise, c'est tu es dans un tunnel, tu vois un petit point de lumière au bout, mais tu sais pas si c'est une lampe ou la lumière du jour. Quand tu es chef d'entreprise, il y a pas de service gratuit. Tu demandes l'heure, c'est 50 balles. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un chef d'entreprise et je lui dis «Oh là là, je suis stressé, j'ai que 6 mois d'avance en trésorerie» et il me dit: «Moi, si j'ai 6 mois d'avance en trésor, faut que j'en fasse quelque chose de cet argent qui dort, hein». Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de cavalerie dans le bâtiment. En fait, les gars finissent de payer leur chantier précédent avec la signature du nouveau. Tous les avis Google 5 étoiles du monde, ça ne vaut rien Par rapport comparé à à ça. vous avez installé une cuisine chez ma mère. Elle a adoré. Ça, c'est la meilleure récompense. Ok, bah ça démarre. Hein. C'est votre premier podcast? Ouais, c'est le premier. Cool. mais bon, on en a écouté beaucoup, donc normalement on devrait suivre une bonne Et toi, structure. c'est ton premier ou pas? Ouais, pareil. Stylé. On Bah, se- c'est c'est une notre, première pour tous. c'est notre dépucelage. tous. Exactement. Bon, bah écoute, salut Jean. Donc Jean, c'est un de nos clients qu'on a rencontré il y a pile 1 an maintenant. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Souvent les gens, ils aiment bien, tu sais, des chiffres qui vont, enfin tu sais, des bons hooks qui vont, Des bons hooks. ouais, genre des choses avec des chiffres qui vont les faire, ah ouais putain c'est stylé, Ok. qui vont rester dessus. Est-ce que tu peux te présenter avec Alors des moi, choses comme ça? c'est Jean Palca, du coup, Ouais. j'ai 36 ans. Je suis père de famille. J'ai créé les agenceurs Frenchy en 2024, mais ça fait 20 ans que je suis dans le monde de... ouais, un peu presque 20 ans que je suis dans le monde de la cuisine. En fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, euh, dans une grande enseigne suédoise pour payer mes études à l'époque. Et comme j'ai loupé mes études, je suis resté dans la cuisine. Et donc, j'ai travaillé chez les Suédois. J'ai travaillé en tant que poseur de cuisine. Le commerce me manquait. J'ai rejoint une équipe de vente chez Mobalpa, Ouais. où là, j'ai évolué de vendeur, responsable de magasin, pour devenir finalement animateur et faire de l'animation de réseau chez Mobalpa. J'ai accompagné jusqu'à 64 magasins là-bas. J'avais en charge toute l'île de France et le nord de la France. Il y a eu un moment où je me sentais plus en phase avec ce que je faisais. Et à ce moment-là, j'ai été contacté par un chasseur de tête allemand qui recherchait. Ouais, alors rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'était pour le boulot. Et il recherchait à créer une équipe commerciale pour une grande enseigne qui est très connue dans le B2B qui s'appelle Eker, qui est le deuxième fabricant européen Ouais. de cuisine. Ils génèrent un chiffre d'affaires de presque 800 millions d'euros. Et du coup, ils cherchaient leur premier commercial sur le territoire français, puisqu'avant, ils travaillaient avec des agents. J'ai accepté, j'ai bossé pendant 3 ans chez eux. Ça s'est pas très bien passé parce qu'ils étaient beaucoup trop allemands et moi, je suis beaucoup trop français. Du coup, Ça match pas. non, ça n'a pas matché. D'ailleurs, on se l'est dit au moment de se quitter, c'était une belle aventure, mais ça n'a pas fonctionné. On était toujours en confrontation. Il y avait vraiment un état d'esprit très allemand et un autre état d'esprit très français ça fonctionnait pas, quoi. Et il y a une phrase de Churchill qui dit qu'en Angleterre, tout est permis sauf ce qui est autorisé. En France, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Ouais. Voilà. Et en Allemagne, rien n'est autorisé, même ce qui est permis. Tu vois. Donc, et vraiment, ces deux trucs-là, ça fonctionne pas ensemble. Mais bon, ça a été une belle aventure pendant 3 ans, mais je les ai quand même gardés au moment où je les ai quittés. On a fait une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de créer ma société en ayant un matelas de sécurité. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé les agenceurs Frenchy. Et puisque on s'entendait pas sur le plan professionnel, ça matchait pas. Mais par contre, sur le plan personnel, j'avais de très bonnes relations avec les gens avec qui je bossais là-bas. Et du coup, je les ai gardés en tant que fournisseur principal. Puisqu'aujourd'hui 80% de mes achats je les fais chez eux et donc depuis 2 ans ça roule très bien et j'ai rejoint les bureaux ici, j'ai pris une trentaine de mètres carrés ici au bout de 9 mois. Ok. J'ai recruté ma première salariée, une archi d'intérieur, et ensuite on a Justine qui nous a rejoint, qui est l'assistante administrative 3 mois après pour m'accompagner sur la partie administrative parce que Tu courais partout. ouais, j'étais plus dans mon opérationnel en fait. Au bout d'un moment, quand tu développes trop, c'est plutôt des bons problèmes, hein. Ouais. Mais il y a un moment où tu te retrouves à faire énormément d'administratif pour gérer tous les sujets de livraison, de pause, d'organisation, de SAV, puisque dans notre métier, on a beaucoup de SAV. Et j'étais plus au commerce. Du coup, j'alternais les périodes pendant lesquelles je faisais beaucoup de commerce et du coup, je laissais de côté l'administratif. Et les périodes où j'étais obligé de faire de l'administratif, parce qu'il y a un moment donné, quand tu poses des cuisines, il y a un SAV, il faut bien terminer la cuisine, sinon les clients sont insatisfaits. Et où du coup, je faisais plus de commerce. Et je regardais mon chiffre d'affaires et je me disais, oh là là, j'ai rien vendu depuis 3 mois, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et du coup, je repartais sur le commerce et je laissais l'administratif. Donc, l'arrivée de ces 2 salariés, là, ça m'a permis d'avoir une bouffée d'air pour me concentrer sur moi, mon opérationnel, qui est le commerce. On n'est pas forcément obligé d'attendre pour avoir
un salarié pour faire toute la partie administrative. Il y a des personnes qui le font en freelance aussi. Enfin, j'invite toutes les personnes qui voient ce podcast à essayer de recruter une personne même en freelance ou des choses comme ça le plus rapidement possible pour l'administratif, parce qu'on sait Ouais, que dans le bâtiment, c'est une grosse part et c'est ouais, extrêmement prise d'énergie, etc. La faisabilité des devis, enfin oui. toutes les choses comme ça. Et c'est une des premières choses qu'il faut déléguer en fait dans votre métier. C'est une des premières choses à déléguer, c'est ce que Ouais. j'ai fait au départ. J'ai pris une freelance Ouais. en administratif qui travaillait pour moi 6 à 8 heures par mois, mais c'était pas, ça correspondait pas à ma manière de faire parce que le coût de la personne que j'ai pris en freelance versus ce qu'elle me faisait, je m'y retrouvais pas en Trop fait. élevé. J'y trouvais pas mon compte parce que je pense qu'au départ, j'ai pris quelqu'un de trop expérimenté. Ouais. Moi, j'avais besoin de quelqu'un pour gérer mes frais kilométriques, pour faire ma pré-comptabilité, c'est-à-dire pointer est-ce que la dépense qui est là sur le compte en banque, est-ce que j'ai bien le ticket de caisse en face? J'avais besoin de quelqu'un pour gérer mon planning, j'avais besoin de quelqu'un pour envoyer les SAV. Tout ça, c'est des tâches qui sont extrêmement simples, mais extrêmement chronophages. Ouais. Et du coup, j'ai pris une Formule 1 au départ Pour faire de la route de campagne. exactement, pour faire Ouais. de la route de campagne. Donc ça fonctionnait pas, ça me coûtait trop cher versus ce que ça me rapportait. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de recruter parce que pour le même coût, j'ai quelqu'un qui ne me fait pas 8 heures ou 9 heures par mois, j'ai quelqu'un qui me fait 15 heures par semaine. Ouais. Voilà. Et pourquoi tu as décidé d'appeler du coup ton entreprise les agenceurs Frenchy? Alors ça, c'est le fruit d'un brainstorming. Au début, je voulais appeler ça l'agenceur français, Ok. mais c'était déjà pris. C'est aussi bête que ça. Franchement, quand tu crées ta boîte, vous l'avez probablement connu, la première chose que tu te dis, c'est est-ce que le nom existe? Donc tu tapes le nom Ouais. sur Internet et tu regardes si le nom de cette boîte existe déjà. Donc l'agenceur français, c'était déjà pris. C'est des concurrents qui font la même chose que toi ou ça n'a rien à voir? J'ai regardé ça rapidement. C'est un concurrent qui fait aussi de la cuisine, je crois, qui est pas très bien noté d'ailleurs sur Google, malheureusement pour lui. Au départ d'ailleurs, c'était un peu frustrant pour moi parce que quand je tapais les agenceurs Frenchy sur Google, Ils Tout sortaient. tout début, c'est l'agenceur français qui ressortait. Ouais. Aujourd'hui, quand tu tapes cuisiniste Sergi Pontoise, on est les premiers. Donc, tu vois, il n'y a même plus besoin de taper les agenceurs Frenchy pour nous trouver. Donc, ça, pour le Merci, c'est coup, des médias. ça nous. Ouais, merci, c'est des médias. Non, mais c'est vrai, c'est grâce à vous en plus. Hein. Parce que vous nous avez donné les bonnes clés, etc. Et je vais pas trop vous lancer de fleurs après. Mais c'est vrai qu'avant, on ressortait pas dans les premiers. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il a fallu quelques mois. Ça s'est pas fait tout de suite, mais on est remonté petit à petit. Et donc, du coup, l'agenceur français s'était pris. Les agenceurs français, c'était trop proche de ce nom-là. En plus, le gars est à Paris, je crois. Mais je suis attaché aux fabricants en France. Je travaille avec un fabricant français de plus en plus. Et j'essaie de privilégier vraiment le fabricant en France. C'est vraiment pas un argument marketing pour moi. Je préfère donner du boulot à Didier dans l'usine de Bordeaux qui fabrique les cuisines Discac en l'occurrence. Salut Didier. Plutôt qu'à Hans qui fabrique des cuisines allemandes qui représentent aujourd'hui 70% du marché. J'ai rien contre Hans, mais je préfère Didier. Ouais, Tu vois, je travaille Et- aussi avec Hans. Là, tu as lancé du coup les agenceurs Frenchy en début 2024. Ouais. Je suppose que t'es passé du coup de zéro à, on en parlera après, mais un bon chiffre Ouais. aujourd'hui. C'est quoi les deux choses qui ont été les plus compliquées et au contraire les deux choses aussi que tu as le plus apprécié dans tout ton parcours? Le plus dur pour moi dans la création d'une entreprise, c'est t'es dans un tunnel, tu vois un petit point de lumière au bout, mais tu sais pas si c'est une lampe ou la lumière du jour, Ouais. et tu vois pas à 5 mètres. Et t'avances, et à chaque fois que t'avances, tu apprends une nouvelle chose, Mm. un pied après l'autre. Bien souvent, malheureusement, quand t'es chef d'entreprise, il n'y a pas de service gratuit. Tu demandes l'heure, c'est 50 balles. C'est vrai, hein, c'est vraiment incroyable. On est des vaches à lait pour l'État, mais également pour tout un tas d'autres sociétés qui te voient comme un potentiel chiffre d'affaires pour elles ou pour eux. On parlait tout à l'heure des freelances en assistante administrative. Là, c'est ce qu'il y a pour moi de plus criant. Tu as un compteur et toutes les secondes qui Mm. passent, il y a un euro qui sort, quoi. Pour moi, le plus dur, ça a été de trouver un réseau de chefs d'entreprise autour de moi à qui je pouvais demander conseil, à qui je pouvais apporter aussi mon expérience, puisque moi j'ai une expérience de franchiseur par les expériences que j'ai eues dans le passé avec un grand fabricant français, tu vois, Mm. chez Mobalpa. Et ça a été de créer ce réseau-là d'entraide où il n'était pas question d'argent, mais de rompre la solitude du dirigeant. Ouais. Voilà, ça a été le plus dur. Et une fois que ça a été fait, là, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes. C'est par ce biais-là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, nous. C'est justement dans un réseau de chefs d'entreprise. Et où là, j'ai été séduit par votre projet et par ce que vous proposiez. Ça me paraissait pertinent. Un des deuxièmes points les plus durs, je pense, c'est quand tu te lances, tu te rends pas compte à quel point tu penses que, comme quand tu es salarié,
bah, tu as une fiche de paye en CDI et tous les Ouais. mois ça tombe. Et en janvier, tu sais que tu auras de l'argent en décembre. Mais ce que tu sais pas, quand tu es salarié, c'est que ton patron, sur son compte en banque, il n'a pas de l'argent jusqu'en décembre. Mm. Hein. Il a de l'argent pour 3, 4 mois d'avance, 6 mois si ça se passe bien, et 1 an si sa boîte Ouais. est vraiment très pérenne. Mais la PME moyenne, elle a 2, 3 mois d'avance de trésorerie. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un chef d'entreprise qui s'appelle Frédéric Olivier. Salut Fred. Salut Fred. Et j'avais une discussion avec lui il y a quelques mois, et je lui dis oh là là, je suis stressé, j'ai que 6 mois d'avance en trésorerie. T'as dit, Il c'est était énorme. choqué, lui. Et lui, il me dit mais T'es et bien. alors Fred, pour le coup, c'est un mec que moi je trouve inspirant parce qu'il a plusieurs sociétés et c'est un multi-entrepreneur. Il a une pépinière d'entreprise qu'on appelle le Lab, en fait, c'est le Common Lab à Cergy-Pontoise. Il a des salles de sport, il a des boutiques de fitness et vraiment, voilà, et encore, je sais pas, je pense que je sais pas tout. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est à fond dans la vie de l'entrepreneur et il se diversifie en plus. Et en plus de ça, humainement, c'est un bon gars. Et du coup, j'en discute avec lui un soir où j'étais dans une de ses salles de sport, puisque je m'entretiens physiquement, bien sûr. Et je lui dis, oh là, j'ai que 6 mois d'avance en trésor, je me sens pas bien. Et là, il me dit, t'as 6 mois d'avance en trésor? Il me dit, mais moi, je serais pas bien si j'avais que 6 mois d'avance en trésor. Et je dis, bah ouais, tu te rends compte, machin. Et il me dit, moi, si j'ai 6 mois d'avance en trésor, faut que j'en fasse quelque chose de cet argent qui dort. Ah ouais. Et là, je comprends que dans l'esprit d'un entrepreneur, pour le coup, dont on peut dire qu'il a réussi, 6 mois d'avance en trésor, c'est Énorme. c'est énorme et du coup, c'est de l'argent qui dort et qui sert à rien, quoi, Mm. tu vois? Et ça a changé quelque chose dans mon esprit. Et puis après, pour en avoir parlé avec d'autres entrepreneurs, je me rends compte que les gars ont 1 mois d'avance, 2 mois d'avance. Mais dans le bâtiment, c'est affolant enfin, comment ils gèrent leur trésorerie. Nous, on a vu des choses où c'est Ouais, c'est une vraiment, catastrophe aussi, c'est une parfois. catastrophe. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de cavalerie dans le bâtiment. Mm. En fait, les gars finissent de payer leur chantier précédent avec la signature Exactement, ouais. du nouveau. Moi, j'ai pas ce problème-là avec mes sous-traitants. Je travaille avec plusieurs sous-traitants. Ils mettent parfois 1 mois et demi à m'envoyer leur facture après avoir réalisé le chantier. Et ça, c'est un truc, si demain quelqu'un veut bosser avec moi, dans le bâtiment, il y a énormément de sous-traitants qui demandent à être payés. Ils disent, ouais, je t'enverrai la facture. Non, non, Mm. envoie-moi ta facture, après je te paye. Parce que sinon, derrière, tu cavales après les factures. Et du coup, moi, je travaille avec des sous-traitants qui n'ont pas ce problème-là. Et ça me paraissait, du coup, assez normal. Je me dis, bon, bah, moi, c'est pareil. Je veux dire, j'ai une pile de chèques dans mon coffre-fort qui vont être encaissés mois après mois. Parce que comme on fait des projets à 5, à 10, à 15, à 20 000 euros, parfois, j'ai des clients qui me disent, bon, bah, est-ce que je peux vous payer en 10 fois, par exemple? Je vous fais 10 chèques de 1 000 euros, vous en encaissez un par mois. Bon, il n'y a pas de problème. Tu vois. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas de bois ici. Allez, je touche du bois. On n'a pas ces problèmes-là que connaissent la plupart des entrepreneurs du bâtiment, où en fait, ils vivent vraiment au mois le mois. Mm. Et donc ça a été le deuxième point le plus dur pour moi. Le premier, ça a été de trouver un réseau de chefs d'entreprise pour rompre l'isolement. Le deuxième, ça a été de comprendre qu'on ne peut pas avoir 1 an de trésor d'avance, en tout cas pas au bout de 6 mois, c'est pas possible. Et c'est OK, quoi. C'est pas un problème. Même si tu as 3 mois, même si tu as 4 mois de trésor d'avance, même si moi, je suis déjà tombé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'avais plus que 1 mois ou 1 mois et demi de trésor d'avance. Bah OK, c'est OK. En fait, les chantiers, ils rentrent et ça vient, et voilà. Et là, on est reparti sur 4 ou 5 mois d'avance en trésor. Ça y est, on est à nouveau plutôt serein. Justement, comment est-ce que tu gères du coup ta trésorerie pour savoir que ça va, là, t'es à l'aise et c'est pas risqué pour les mois d'après, et en même temps, t'as pas trop d'argent qui dort, tu utilises bien ton argent pour faire évoluer et croître la société, quoi. Alors moi, j'ai un suivi de trésorerie à la culotte. J'ai un fichier Excel dans lequel je sais ce qui va rentrer et sortir dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que, je vais vous donner un faux nom, hein, mais le chantier Durand, par exemple, je sais que le solde doit tomber fin janvier. Ouais. Et je sais que mon fournisseur va me prélever le 15 février. Et ça, c'est dans mon fichier Excel. Et donc, je suis capable de te dire que le 20 février, je sais qu'il y aura, je sais pas moi, 0 €, admettons, sur le compte, Ouais. ou plus 10 000, ou plus 20 000, ou moins 10 000, peu importe, on s'en fout. Mais je suis capable de te dire combien il y aura sur le compte le 15 février. Ouais. Donc ça, j'ai un suivi à la culotte. Pour le coup, ça, c'est mon expérience de franchiseur. C'était le plus gros souci. J'avais en face de moi des franchisés qui ne suivaient pas leur trésorerie parfois. Et dans la cuisine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend des projets à 15 000 €, mais il n'y a pas 15 000 € de marge. Il y a parfois 10 000, 12 000 € d'achat sur des projets à 15 000 €. Et du coup, ouais, tu as 15 000 € qui rentrent sur le compte. Des fois, tu as l'acompte. Nous, on travaille avec 50% d'acompte. Donc, tu as 50% d'acompte, mais l'acompte est supérieur à la marge restante. Donc, ça veut dire que si j'ai 0 € sur le compte et que je prends 10 000 € d'acompte à mon client, derrière, il y a un solde de 5 000 €, mais j'ai 12 000 € d'achat. Donc, ça veut dire que il y a 10 000 € aujourd'hui, mais demain, c'est 3 000 qui restera sur le compte. Ouais. En réalité, si tout se passe bien et si j'ai pas de SAV qui vient un peu bouffer ma marge.
On est obligé dans notre métier d'avoir un suivi à la culotte parce que il y a énormément d'achats. Il y a un flux de trésorerie de plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. C'est pas ce qu'on apprend, genre chez les compagnons du devoir, par exemple, ou des choses comme ça. Genre, on apprend des trucs très techniques, mais pas forcément des notions de comptabilité ou des choses comme ça. Alors moi, j'ai jamais fait les compagnons du devoir, Ouais, donc mais j'en ai ou aucune idée. dans de la Mais formation mais j'imagine que non, c'est pas des de choses qu'on apprend. choses comme De ça, toute ouais. manière, suivre sa trésorerie, je pense que dans n'importe quel business, c'est une priorité absolue si on veut C'est pas, évident. si on veut pas aller droit dans le mur. Surtout quand tu as un business comme le tien où la trésorerie, elle fait littéralement tout le business puisque tu as des problèmes de cash flow qui vont arriver dans le temps, quoi. C'est évident. C'est évident. Et là, du coup, si on revient, là, c'était les 2 choses les plus compliquées Ouais. pour toi. C'était quoi les 2 meilleurs moments des agenceurs Frenchy depuis que tu as démarré? Il y en a pas eu. Franchement, Je suis sûr. entrepreneur, c'est vraiment une vie pourrie. Il y a pas de plaisir, non, Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. non, il y en a énormément. Je pense qu'il y a un moment qui date d'il y a pas très longtemps. Ça a été notre première cuisine vendue à des clients qui nous ont été recommandés par leurs voisins. Ouais. Ça a été incroyable. Parce que du coup, tu te retrouves chez des gens chez qui c'est quasiment gagné. Ça a été du coup notre première recommandation par client. Ouais. Il y en a eu d'autres depuis, heureusement. Notamment là, il y a encore moins d'une semaine où on a réalisé un dressing chez quelqu'un par qui on était recommandé par ses enfants. Et donc là c'est le début de la recommandation par nos clients. Ça, c'est la meilleure récompense. Tous les avis Google 5 étoiles du monde, ça ne vaut rien Par comparé rapport à à ça. vous avez installé un dressing chez mes voisins, vous avez installé une cuisine chez ma mère. Elle a adoré, Elle a, du coup, ouais. ouais, et quand tu arrives chez les clients et qu'ils connaissent déjà ta démarche commerciale, alors là, t'as tout gagné. Parce qu'on a une démarche un peu particulière, nous, chez les agenceurs Frenchy, comparé à tout ce qui se fait dans le milieu de la cuisine équipée, on ne fait pas nos prix à la tête du client. Le milieu de l'ameublement, cuisine, dressing, canapé, c'est un milieu qui est connu pour pratiquer le coût du directeur, des remises un peu à la tête du client, etc. Ouais. Et dans la démarche commerciale, ce qu'on explique, nous, à nos clients, dès le début de la démarche, c'est on vient toujours à parler de budget et de prix au moment de la découverte des projets. C'est important. Ouais, ça fait partie des 4 éléments dont on a besoin pour concevoir le projet idéal. Ça, encore une fois, il y a des personnes en rendez-vous de découverte, ils demandent pas le budget du client, du coup, ils mettent toujours des devis trop chers et ils ont un taux de transformation qui est... C'est impossible. Ouais. Quel que soit le métier, cuisine, salle de bain, dressing, carrelage, peinture, j'en sais Tout, rien ouais. moi. Quoi que tu vendes, des fenêtres, une véranda, peu importe ce que tu vends, une piscine, il y a 4 éléments qui sont indispensables. Ça, c'est l'entonnoir de la vente. Et tu vends des imprimantes, c'est pareil. Ouais. Tu as 4 éléments à connaître. Leurs besoins. J'ai besoin d'imprimer 1000 pages par jour si je veux une imprimante. J'ai besoin d'une cuisine avec 2 éviers parce que je suis juif et que du coup j'ai Bassar à la vide, donc j'ai le Ouais. lait et la viande à séparer. Leur désir. J'ai envie d'une imprimante qui fait de la lumière au plafond, j'en sais Ouais. rien. Ou j'ai envie d'une cuisine bleue, par exemple. Ouais. J'ai envie d'une cuisine aubergine, j'en sais rien. Leurs contraintes, j'ai 50 cm pour caler l'imprimante. Je te parle de ça parce que c'est vraiment un métier éloigné du mien. C'est Ouais, pour ouais. montrer qu'il y a vraiment, C'est partout. quel que soit le métier, c'est partout. J'ai leurs besoins et leur Et le budget. ouais. Parce que tu ne vas pas lui mettre la même imprimante s'il a 10 000 euros ou s'il a 100 euros. Ouais. Et tu ne vas pas lui mettre la même cuisine s'il a 1000 euros. En fait, tu ne vas pas lui mettre de cuisine s'il a 1000 euros. Mais en tout cas, tu lui dessineras pas la même cuisine s'il a 1000 euros, s'il a 10 000 euros ou s'il a 20 000 euros. Moi, je l'explique souvent à mes clients, je leur dis, si je vous dessine une cuisine à 20 000 euros, je vais vous la présenter. Vous allez la trouver très belle. Et au moment où je vais vous dire cette cuisine-là, elle coûte 20 000 euros, vous me répondrez, bah, si je les avais, je les mettrais. Ou alors, si je pouvais me le permettre, je le ferais. J'ai d'autres clients qui me disent, moi, pour moi, une cuisine, ça vaut 15 000 euros, pas plus. Je ne mettrai jamais 16 000 euros. Alors, ils ont 2 millions d'euros chez Boursorama, il n'y a pas de problème. Hein. Mais dans leur esprit, 15 000 euros, c'est le prix max pour une cuisine, et c'est comme ça. Donc, ils ne mettront pas plus, et du coup, j'aurais dessiné une cuisine pour rien. Et par contre, si, inversement, ils veulent mettre de beaux matériaux dans leur cuisine, un plan de travail en pierre, de l'électroménager haut de gamme, et que je dessine une cuisine à 12 000 ou à 10 000 euros, ils vont me dire, mais votre cuisine, je peux l'acheter 3 fois, j'ai pas de problème, mais elle me plaît pas. Donc en fait, Bah ouais. la connaissance du budget, ça va dans les deux sens. Exactement. Ouais. Donc ces 4 points-là, ils sont Les 4 points essentiels. importants pour la Ça, vente. c'est les... Surtout, surtout que nous, on a des personnes parfois qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils ne demandent pas forcément le budget. Et qui après, ils ont un peu des difficultés à vendre parce que la personne va chez le concurrent ou ce genre de choses. En fait, je pense que aujourd'hui, le mot vendeur en France, c'est un gros mot. Être un vendeur, c'est un gros mot.
C'est mal vu. Ouais. Juste le vendeur de voitures, vendeur de tapis, Voilà, tout ça. le vendeur de cuisine, tiens. Ouais. Et en Et fait, il faut partir du principe avec son client, mais je pense qu'il faut être assertif avec son client. Il faut lui dire, voilà, moi, mon objectif, c'est de vous vendre une cuisine, c'est de vous vendre une imprimante, c'est de vous vendre une piscine, c'est de vous vendre une véranda, peu importe ce que tu vends. Par contre, je n'y arriverai à vous vendre ce projet-là que si je remplis d'abord vos envies, vos besoins, vos contraintes, et que je suis dans votre budget. Ouais. Les 4 éléments essentiels. Et en ça, c'est un travail que je vous propose de faire main dans la main. Est-ce que ça vous va? Voilà, exactement. Une fois que tu as dit ça, tu décomplexes complètement le sujet du prix. Et par contre, il y a une objection à laquelle les commerciaux ont énormément de mal à répondre, c'est quel est votre budget? Et là, le client te dit, 90% des cas, je ne sais pas combien ça coûte, moi. Donc, vous me demandez mon budget, mais j'en sais rien, moi, combien ça coûte. Alors, comment on réfute cette objection? Alors, en fait, c'est très simple. Moi, j'appelle ça le PQDT. Pédagogie, décomposition, question et test. La pédagogie, c'est, vous savez, le prix d'une cuisine, ça dépend de nombreux éléments. Vous savez, le prix d'une véranda, ça dépend de nombreux éléments. Vous savez, le prix d'une piscine, patin, couffin, t'as compris. Tous les commerciaux, tous les vendeurs, tous les artisans savent que s'il met de la peinture Leroy Merlin, ce sera pas le même prix que s'il va chercher la peinture chez la peinture de Paris ou un truc comme ça. Lui, il le sait, mais son client, il le sait pas forcément. Donc la première chose, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer avec des trucs vraiment gros comme une maison que une cuisine A ne coûte pas le prix d'une cuisine B. Vous savez, une cuisine avec un plan de travail en stratifié et des façades en mélaminé ne coûte pas le même prix qu'une cuisine avec des façades en laque et un plan de travail en pierre. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Du coup, il y a des éléments dans une cuisine, dans une véranda, enfin peu importe, il y a des éléments dans votre projet qui sont incompressibles. Quel que soit l'artisan auquel vous allez vous adresser, ce sera le même prix. Globalement, c'est la main-d'œuvre, la pose. Ça, je peux vous dire qu'une cuisine, le prix de pose d'une cuisine, c'est entre 1500 et 2000 euros. En moyenne. Si votre cuisine est gigantesque, il y aura peut-être pour 2500 euros de pause, mais franchement, c'est rare. Si votre cuisine est minuscule, il y aura peut-être 1000 euros de pause, mais franchement, c'est rare aussi. Je sais que je suis toujours entre 1500 et 2000 sur 90% de mes devis. Ensuite, j'ai l'électroménager. J'ai un micro-ondes, j'ai un four, j'ai une plaque de cuisson, j'ai une hotte, un frigo, un lave-vaisselle. Ça, c'est 99% des cuisines. Parfois, les clients demandent à rajouter une machine à café encastrable, parfois, ils demandent une cave à vin, mais c'est un peu rare. J'ai un évier et j'ai un mitigeur. En moyenne, je sais qu'une pièce d'électroménager coûte 500 euros. Un micro-ondes, ça coûte moins cher. Un four, ça coûte un peu plus cher. Un frigo, ça coûte un peu plus cher. Une plaque de cuisson, ça coûte un peu moins cher. Donc quand je fais la moyenne, je sais, moi, quand je reçois mes contre-marques d'électroménager, que j'ai toujours entre 3000 et 3500 euros d'électroménager et d'évier compris. Donc, messieurs, dames, j'ai 1500 euros de pause, j'ai 3500 euros d'électroménager, et ensuite, j'ai le service de livraison de mes traits, d'établissement des plans techniques, le suivi de chantier, etc. Tout ça, c'est un coût aussi. Et tout ça, c'est entre 500 et 1000 euros. Et donc là-dessus, on rajoute ça au prix de la cuisine. Et donc, on arrive à 6000 euros de service incompressible. Vous venez chez moi, les agenceurs Frenchy, vous allez chez Xina, chez Mobalpa, chez Schmitt, chez Cuisinella, ces 6000 euros-là, ils sont incompressibles. Le four Whirlpool, il coûte le même prix chez Mobalpa, il coûte le même prix chez moi, il coûte le même prix chez Schmitt, il coûte le même prix chez Cuisinella. Il n'y a pas de sujet. Le poseur, c'est pareil. Donc là, tu as fait de la pédagogie et tu as décomposé l'ensemble des coûts d'une cuisine. Et tu vas lui dire ensuite à ton client, le reste, c'est du meuble. Alors, un plan de travail en pierre, c'est 5000 euros. Ça, c'est pareil, c'est une moyenne. Parfois, c'est 4, parfois, c'est 6, mais on tourne toujours aux alentours de 5000 euros quand on est raisonnable. Bon, ça fait 6 plus 5, ça fait 11. J'ai pas mis un meuble encore. D'accord? Je suis déjà à 11 000 euros. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Bon, là-dessus, il faut que je rajoute des meubles. Et donc, dans votre cuisine, on a 10, 12, 15 meubles. Et donc, je sais qu'un meuble à tiroir, ça ne coûte pas le même prix qu'un meuble à porte. Un tiroir en cuisine, c'est 200 ou 250 euros. Donc, si je veux un casserolier 3 tiroirs, je sais que mon meuble, il va me coûter entre 600 et 800 euros. T'enchaînes tous les trucs comme ça sur la partie pédagogie. Mais toi, tu es expert dans ton métier. Pour lui faire comprendre. Tu es expert dans ton métier. Toi, tu connais les prix. D'accord? Ton client, il demande rien de mieux que tu lui expliques comme tu l'expliquerais à un enfant de 10 ans. Ouais. Exactement. Ouais. Parce que quand tu fais ça, il se sent compris, il se sent écouté, et il n'a pas l'impression que tu le prends pour un con, surtout. Parce que ce qui pose problème aux clients la plupart du temps, c'est l'opacité du prix. Il m'a facturé 10 000, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et quand tu as passé cette étape, tu as fait la pédagogie, tu as décomposé, ouais. D'accord? Il y a une question maintenant qui va venir. Si je crée le projet, maintenant je vous pose la question, quel est le budget que vous voulez investir? Puisqu'on, je vous ai décomposé le prix d'une cuisine, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez si vous voulez un plan de travail en pierre, vous savez que vous allez avoir les meubles, en gros, quand on les aligne en fonction de ce qu'on va prendre, c'est entre 400 et 800 euros par meuble.
vous savez qu'il y a 10 meubles dans votre cuisine. Si je prends du mélaminé, on est plutôt aux alentours de 400 euros par meuble ou 350. Si je prends de la laque, on va être plutôt aux alentours de 800 à 1000 euros même par meuble. Bon, combien vous voulez investir dans votre cuisine? Est-ce qu'on met un plan de travail en pierre ou pas? Est-ce qu'on met de l'électroménager haut de gamme ou pas? Voilà. Et donc là, souvent, tu as une bribe de réponse qui se dessine. Ok, je veux aller investir 14 000 euros. Ok. Et donc là vient la dernière question du PQDT, pédagogie, décomposition, question. La question, c'est le budget. Hein. Combien finalement vous voulez investir? Vous ne m'avez pas répondu à la première fois. Là, maintenant que je vous ai fait de la pédagogie et que j'ai décomposé le prix d'une cuisine, vous pouvez me répondre. Tu testes. Si je crée la cuisine de vos rêves à 14 000 euros, est-ce que je peux espérer vous gagner comme client au prochain rendez-vous? C'est Bah, pour ça ouais, c'est que bien. tu vends pas mal de cuisine. En tout cas, je sais au premier rendez-vous Ouais. si je vais la vendre. C'est Je ne sors jamais d'un rendez-vous sans avoir de réponse dans ta tête. sans savoir. Ouais. De toute façon, la personne que tu as en face de toi, quand tu sors de chez elle, elle sait Ouais. aussi si elle a envie de te l'acheter plutôt à toi ou Ouais. plutôt au gars Mais c'est de là où toi, il faut Mobile que tu sois ultra pédagogue, pardon, Et et bon que commercial. bon commercial et que tu la mettes à l'aise. Mais t'as dit un truc hyper important, c'est que genre les métiers du bâtiment, c'est un peu comme les garagistes ou les trucs comme ça, où tout le monde a l'impression de se faire arnaquer Ouais. par son artisan ou des Tout choses le comme temps. ça parce qu'ils comprennent pas le prix. tout le temps. Et donc le fait qu'ils comprennent exactement comment se décompose le prix de leur cuisine, de leur carrelage, de la peinture de leur appartement, etc. C'est hyper important. Ouais. Et toi, tu le fais très bien. Et du coup, eh ben, c'est Bah C'est ouais. plus ça marche comme bien un aussi. allié que comme quelqu'un qui veut justement juste. Main dans la main. Voilà. On va bosser main dans la main. Mon objectif, c'est de vous vendre ce projet, Ouais. mais par contre, on bosse main dans la main. Si Pourquoi? tu- Parce qu'en plus, on a affaire à une génération de clients experts. Quand tu sors de chez lui, son premier réflexe, c'est d'aller sur ChatGPT Mais ça, pour justement, vérifier si tu lui as pas raconté de la merde. Mais justement, pourquoi il le fait pas avant, en vrai de vrai, justement, une personne qui veut faire sa cuisine Ouais. ou sa salle de bain ou peu importe, j'imagine que avant de faire appel à un artisan ou un entrepreneur, il regarde quand même un minimum sur Internet quel est le prix moyen d'une cuisine ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que Internet est inondé par les 2 premiers quartiles de segmentation de prix. C'est-à-dire, Internet est inondé par Castorama, Leroy Merlin et Ouais. Ikea. Donc en fait, quand tu vas regarder le prix d'un carrelage sur Internet, les premiers carreaux sur lesquels tu tombes, c'est des carreaux à 20 à 15 euros le mètre Ouais. carré. Et donc du coup, quand ils vont sur Internet, ils voient, bon, bah, le prix d'un carrelage, ça va entre 15 et 60 euros le mètre carré en moyenne, Mhm. et puis ça peut monter plus haut, parce que si tu vas chez nos amis, par exemple, de Porcelanosa, qui font des carrelages d'exception, mais qui peuvent coûter plus de 100 euros le mètre carré, et ben du coup, là, en face de toi, tu as 2 carreaux qui se ressemblent sur Internet, tu les as pas vus, tu sais pas à quoi ça ressemble, et en fait, quand tu les as devant toi, les carreaux, bah, tu comprends pas. Moi, il m'arrive régulièrement d'envoyer mes clients qui refont leur salle de bain choisir leur carrelage chez Porcelanosa, par exemple, parce que je veux leur dire, oui, vous avez un carreau chez Porcelanosa qui va peut-être vous coûter 100 euros le mètre carré, mais au sol, dans votre salle de bain, vous avez 7 mètres carrés. Donc, un carreau à 50 euros le mètre carré ou un carreau à 100 euros le mètre carré, c'est vrai que c'est le double. Mais finalement, sur 7 mètres carrés, ça fait 400 balles. Sur le prix d'une salle de bain, 400 euros, quand on refait une salle de bain, on en a toujours entre 13 et 20 000 euros en fonction de la taille. Bon, bah finalement, 400 euros, c'est pas grand-chose et vous pouvez avoir un carrelage d'exception que vous allez adorer tous les jours. Mais là, ce que je suis en train de faire en vous parlant, c'est toujours de la pédagogie. Les artisans ont toujours du mal à parler d'argent avec leurs clients parce qu'ils sont eux-mêmes pas à l'aise avec le sujet. En fait, ils ont eux-mêmes l'impression que s'ils commencent à parler d'argent, ils vont dévoiler leurs secrets. Moi, un client qui me demande combien je gagne, ça le regarde pas. Votre cuisine, elle vaut 10 000. Combien je gagne moi sur les 10 000, ça vous regarde pas. Je peux gagner 1000, je peux gagner 3000, je peux gagner 5000, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est est-ce que je juge, moi, que le prix qu'il me propose par rapport aux concurrents que j'ai fait est raisonnable? Et est-ce que je me sens en confiance avec lui? C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose que je disais souvent aux vendeurs à l'époque où je les formais, c'est que la plupart du temps, on n'arrive pas à gagner un client à cause de la peur de le perdre. C'est-à-dire qu'on a peur de parler d'argent, on a peur d'être un peu incisif et tranchant, et cette peur-là nous empêche d'être assertif avec notre client. L'assertivité, c'est simple, hein, c'est d'exprimer clairement sa pensée et sa volonté, mais sans vouloir l'imposer. Ouais, D'accord? ça se ressent. Donc ça, quand tu retiens un peu de l'information, le client, il le sent. Et c'est à ce moment-là qu'il se sent Ouais, pris pour un braquer, con. ouais. Alors que si jamais tu lui dis vraiment ta pensée, mais sans avoir la volonté de l'imposer, eh ben à ce moment-là, il aura en face de lui quelqu'un qui peut être parfois maladroit, quelqu'un avec qui il peut ne pas être d'accord, mais au moins quelqu'un qui a été clair. Et ça se ressent. Tu vois. Moi, ça surprend toujours mes collègues artisans quand je leur dis le paiement de la cuisine, c'est le solde une semaine avant la livraison. Ouais. Mais Il n'y a c'est pas important. un meuble qui sort du camion si j'ai pas le solde.
Ouais. Ouais, Pas 90%, pas 95%, le solde. ouais. Et quand j'ai un client qui tique et qui me dit non, non, mais attendez, monsieur, moi je vous paye pas le solde, c'est pas possible, je dis ok, donc vous me réglez 90%, vous laissez 1000 euros en chèque, mais par contre, le chèque, vous le donnez au livreur parce qu'il n'y aura pas un meuble qui sortira du camion si Si, mon livreur n'a pas le chèque. Et le chèque, je l'encaisserai au moment où vous signerez le certificat de fin de travaux, mais le chèque, il est chez moi. Ouais. Donc c'est ta voilà. garantie. Bah, c'est Ouais, clair. c'est. En tout cas, moi, je suis suffisamment à l'aise pour savoir que je vais pas encaisser le chèque tant que les travaux sont pas terminés. Mais après, il faut être aussi à l'aise avec sa conscience, quoi. C'est-à-dire que il faut savoir ce que tu as en trésor, et on revient à la discussion qu'on avait au ouais. début de la conversation. Si tu fais de la cavalerie et que tu prends le chèque d'acompte de ton client pour terminer le chantier d'avant, là, ça peut Compliqué, pas ouais, fonctionner. exactement. Si tu veux, il est 11h20, donc je sais que tu as des rendez-vous après. On peut finir rapidement Ouais. sur juste quelques points. Je voulais voir avec toi, donc ton entreprise, tu l'as depuis janvier 2024 ou Depuis février 2024. février Ouais. 2024. À quel point c'était important d'être plus visible et d'avoir davantage de présence digitale pour toi, du coup, sur 2025, parce que j'imagine en 2024, c'était un peu plus réduit, Oui. potentiellement. La communication là-dedans, elle est essentielle. C'est- Aujourd'hui, je vais parler un peu de vous parce que vraiment, vous avez été moteur là-dedans. Et j'ai signé plusieurs projets grâce à vous. Et surtout, depuis qu'on se connaît, ça, je le dis, j'ai pas d'intérêt chez IC des médias. Je le dis parce que je le pense. J'ai aujourd'hui des clients qui m'appellent et souvent, quand je leur dis comment vous m'avez connu, ce qui apparaissait jusqu'à présent, c'était on a des amis qui ont fait leur cuisine avec vous, on vous a connu par un réseau style BNI, Ouais. Kimsey Partners ou un autre réseau. Et aujourd'hui, on me dit en fait, j'ai tapé cuisiniste et je suis tombé sur vous. Ouais. Et ça, c'est un truc qui n'arrivait pas avant. C'est clairement. Et pourtant, j'ai pas de mauvais avis, hein. J'ai un peu plus de 20 avis 5 étoiles. La fiche, il y a des photos, etc. Mais on n'entretenait pas cette fiche comme il se doit. Et ça, c'était problématique. Aujourd'hui, quand tu tapes cuisiniste Cergy Pontoise, tu as tous les cuisinistes sponsorisés, Xina, Cuisine Elite, etc., etc. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, ils ont du budget pour acheter des ads et apparaître en premier. Mais les clients, souvent, ils sautent les sponsorisés et ils regardent Bah ouais. ce qu'il y a juste derrière. Et donc nous, quand tu tapes cuisiniste Cergy Pontoise, c'est les agenceurs Frenchy qui ressortent en premier. Ça, je suis très content. Pour moi, la prochaine étape, ce ne sera pas tout de suite, là, il va nous falloir beaucoup plus d'avis et travailler beaucoup plus la fiche Google, c'est d'être parmi les premiers, pas forcément le premier, mais au moins dans les 3 premiers, quand les clients tapent cuisiniste Val d'Oise. Parce que, pour le coup, je connais les personnes qui ressortent en premier quand on tape cuisiniste Val d'Oise, et je sais que c'est des personnes qui sont souvent en concurrence entre elles. Donc si elles sont en concurrence entre elles, c'est parce que sur leur fiche, elles ressortent en premier quand tu tapes cuisiniste Val d'Oise. Ça, c'est la prochaine étape. On pourra te donner des méthodes pour faire ça si tu veux. Ah ben avec plaisir. En tout cas, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui sont clairement le fruit de la collaboration qu'on a eue, vous et moi. Ça, Magnifique. c'est Ça fait grave évident. plaisir. Quand Ouais. tu nous dis ça, ça fait le même effet que quand Ouais. tu dis qu'il y a un client qui vient te voir et qui te dit ouais, vous avez refait le dressing de, Ouais. de ma voisine, Bah ouais, parce que tu sens que que t'es utile, que t'as fait quelque chose qui. que derrière la promesse commerciale, il y a pas Il y a il y a une réalité économique. Parce que quand on s'est rencontrés, vous veniez vous aussi de commencer, ou ça faisait 1 an ou 1 an et demi que vous aviez commencé, et je me souviens que vous me disiez en gros, nous notre objectif, c'était, je sais pas si vous le faites encore, mais c'était satisfait ou remboursé, quoi. D'ailleurs, ça a été parmi les arguments qui m'ont convaincu. Je me suis dit les mecs, ils sont sûrs de leur truc, tu vois. Force est de constater que ça m'a aidé. Et donc, mais par contre, il a fallu vraiment se plonger dans le programme que vous m'avez donné. Bah, nous, ce qu'on dit, c'est que ça marche, mais avec une implication de la part Exactement. de la personne en face aussi. Parce qu'il y a des personnes avec qui on fait des choses. On fait même, maintenant, on a lancé pas mal d'autres choses aussi complémentaires, des ads, des choses comme ça. Il y a des prospects qui arrivent, mais il y a des personnes qui sont dans genre l'opérationnel toute la journée, etc., qui appellent les personnes une semaine après. Et là, forcément, ça marche plus, tu vois. Non, ça Et il marche faut pas. être réactif, il faut être. Quand t'as le Genre, contact, on n'a pas une baguette magique à non. venir et je t'apporte, je sais pas combien de X euros de chiffre d'affaires en plus, Ça, etc. quoi. c'est un autre métier, c'est un porteur d'affaires, Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais. Pour moi, quand le contact tombe, t'as 24 heures pour l'appeler. Et c'est exactement ce qu'on dit. Mais c'est pour ça que d'ailleurs ça a aussi bien marché pour toi, c'est parce que Ouais, tu t'es as super réactif. bien fait le travail Mm. derrière d'aller enfin d'aller faire ton travail de vendre les cuisines aux personnes à qui tu pouvais faire les cuisines, quoi, tout simplement. Ouais, c'était. Il faut se rendre disponible. On a tous des contraintes. On a tous une vie de famille. On a tous des choses à faire.
Mais faut savoir être présent et réactif pour ses clients. Les clients sont capables de tout entendre. C'est un peu comme l'argent, quand on parle de manière décomplexée, d'un seul coup, c'est plus un sujet. Ouais. Et ben, tes clients sont parfaitement capables de comprendre que le dimanche, tu travailles pas. Les clients sont complètement capables de comprendre que, ok, tu es d'accord pour venir un samedi matin, mais par contre, tu viendras pas tous les samedis matins parce que toi aussi, tu as besoin d'emmener tes enfants au tennis. Et donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, ce que le client attend, c'est que quand il t'envoie un message, quand il t'appelle, quand il t'envoie un mail, dans les 24 heures, il a une réponse. Exactement, ouais. Bah tiens, d'ailleurs, des clients que j'ai gagnés là à Vauréal, juste à côté, et ben ces clients-là, je les ai gagnés parce que j'étais en concurrence avec un autre agenceur. Donc on se voit un samedi, je leur fais leur projet, c'était un dressing sous pente. Je leur dis ok, bon, on se revoit samedi prochain pour vous présenter l'ensemble du dressing. Ils me disent ah bah super, comme ça en plus on aura le devis de votre concurrent, donc on saura exactement quoi faire. J'y vais le samedi d'après, ils me disent bon bah on peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas le devis de votre concurrent. Et on parle de choses et d'autres, et je leur dis que je fais aussi des salles de bain. Ils me disent ah bah vous voulez pas nous faire un devis pour la salle de bain? Je dis si je veux bien, mais cette fois-ci je viendrai en semaine. Donc j'y vais en semaine. Et je leur dis alors, vous avez le devis du concurrent? Non, non, Toujours mais c'est pas. bon, ça commence à nous saouler, il nous Ouais. répond pas. Et donc en fait, je les ai gagnés, et j'avais pas de concurrence. Mm. Parce que le gars qui devait leur faire leur devis, un petit dressing sous pente à 5000 balles, bon, c'est pas Mm. dégueu hein, quand même. Et ben finalement, je leur ai vendu un dressing sous pente, une salle de bain, parce que j'avais pas de concurrent en face qui répondait. Ça, c'est Mm. quand même incroyable. Bah ouais, Parce que les mecs prennent pas le temps. exactement. Les devis, c'est le plus important. Faire rentrer l'argent, c'est Mm. ce qu'il y a de plus important. Exactement. Tous tes clients sont capables de comprendre que tu as une difficulté opérationnelle, que tu as 2 mois de délai pour recevoir une pièce, que le poseur que tu as envie de leur envoyer, il n'est pas dispo tout de suite, mais par contre, c'est lui que j'ai envie de vous envoyer parce que votre projet est un peu complexe. Ils sont capables de tout entendre si tu décroches ton téléphone et que tu leur parles. Le seul qui n'est pas capable de comprendre que tu n'as pas le temps pour lui, c'est celui qui t'a pas encore donné le chèque d'acompte. Ouais, C'est évident. c'est clair. Bon, voilà, après, Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 du coup? bah, du coup, vous m'avez parlé de remonter ma fiche Google sur Veldos, donc de bosser avec vous encore. Et non, pour 2026, plein d'avis Google, de la satisfaction et du bonheur. Un peu de bonheur. Du bonheur, un peu de bonheur. Ouais, ouais, Un du filet de bonheur, bonheur. du plaisir. Ok. Et Magnifique. des apéros entre copains. Génial. Génial. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous, les gars. Merci Jean.